L'arrestation de la vice-présidente de la Cour suprême kenyane ce mardi, elle est soupçonnée d'enrichissement personnel illégal. Premier et second tour des élections législatives au Mali. Elles sont respectivement prévues pour les 28 octobre et 18 novembre 2018. Puis le Brésil mobilise son armée pour garantir la sécurité à sa frontière avec le Venezuela, d'où affluent des réfugiés depuis plusieurs mois. Nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'ai annoncé en titre, au Kenya, la vice-présidente de la Cour suprême a été arrêtée. Elle est soupçonnée d'enrichissement illégal. Voici le compte rendu. Philomena Mwilu, la vice-présidente de la Cour suprême kenyane, a été arrêtée pour enrichissement personnel illégal présumé. Le directeur des poursuites publiques du pays, Noordine Hadji, a assuré détenir la preuve que Mwilu avait profité de sa fonction pour un enrichissement personnel et accepté de l'argent dans des circonstances douteuses. The evidence in our possession reveals that 1. Lady Justice Mwilu. Les preuves en notre possession révèlent que la juge Mwilu a abusé de son bureau à des fins personnelles, a accepté un cadeau sous forme d'argent dans des circonstances qui a miné la confiance du public dans l'intégrité de son bureau en obtenant l'exécution d'un titre appartenant à la Banque impériale, maintenant sous séquestre, sous un faux prétexte, le non-paiement de ses impôts. Elle s'est conduite au mépris de la loi. Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu que les preuves sont suffisantes pour une condamnation et il est dans l'intérêt général que la procédure pénale soit privilégiée. And it is in the public interest that criminal proceedings should be preferred. Philomena Mwilu faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017. En octobre 2017, son garde du corps avait été tué par balle dans des circonstances non élucidées la veille d'une audience de la Cour suprême sur un éventuel report de la deuxième élection présidentielle. La vice-présidente de la Cour suprême n'avait pas participé à cette audience et le quorum de la Cour suprême n'ayant pas été atteint, l'élection s'était tenue à la date initialement prévue. Rappelons que le président Kenyatta a récemment lancé une guerre contre la corruption au Kenya, un pays miné par une culture de pots de vin et de malversation. Depuis lors, de hauts responsables de l'Agence nationale pour la jeunesse, de la Compagnie nationale d'électricité ou encore l'ex-gouverneur de Nairobi ont été arrêtés et sont poursuivis pour des faits de corruption. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar va finalement signer l'accord de paix final avec le gouvernement destiné à mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le plus jeune pays du monde. L'annonce a été faite ce mardi à Khartoum par le médiateur soudanais. Dans la journée, Riek Machar avait refusé de signer l'accord en exigeant que les réserves de l'opposition y soient intégrées, avait indiqué le médiateur, le ministre des Affaires étrangères soudanais Al-Dirdiri Ahmed, dont le pays parraine les pourparlers de paix au Soudan du Sud. Après d'intenses négociations menées par les médiateurs soudanais, Riek Machar a accepté de signer le document le jeudi 30 août, a dit ce même ministre en soirée aux journalistes à Khartoum. Ahmed a précisé que les réserves exprimées par le dirigeant rebelle seraient soumises à l'IGAD, l'Organisation des États d'Afrique de l'Est, qui œuvre depuis de longs mois à réactiver le processus de paix au Soudan du Sud. Après des semaines de négociations à Khartoum, au Soudan voisin, le président sud-soudanais Salva Kiir et son opposant Riek Machar étaient parvenus à signer en juillet et début août une série d'accords prévoyant notamment un cessez-le-feu permanent et un partage du pouvoir. Ces accords prévoyaient entre autres le retour de Machar, exilé depuis août 2016, pour occuper un des 5 postes de vice-président prévus dans un gouvernement d'unité nationale. Selon des responsables soudanais, les groupes rebelles émettent des réserves sur le gouvernement de transition proposé, le nombre d'États-provinces qui composeraient le pays et la formulation de la nouvelle constitution.
Les observateurs soulignent que faire travailler ensemble à nouveau Salva Kiir et Riek Machar ne sera pas une mince affaire, leur coopération ayant toujours dans le passé abouti au chaos et au conflit. La date des législatives maliennes est désormais connue. Elles se dérouleront les 28 octobre et 18 novembre prochains. Pendant ce temps, les opposants du président Ibrahim Boubacar Keïta continuent de contester sa réélection à la tête du pays. Quelques semaines après la présidentielle, les Maliens sont appelés à se rendre de nouveau aux urnes. Mais cette fois-ci, pour les législatives, dont les premiers et seconds tours sont respectivement prévus pour les 28 octobre et 18 novembre prochains. La campagne pour le premier tour se déroulera du 6 au 26 octobre. En second tour est prévu 3 semaines plus tard dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'aurait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Ce scrutin aura lieu un peu moins de 5 ans après les précédentes législatives qui s'étaient déroulées les 25 novembre et 15 décembre 2013. L'annonce intervient alors que l'adversaire à la présidentielle du président Ibrahim Boubacar Keïta conteste toujours les résultats entachés selon lui de fraude massive et appelle les Maliens à rester mobilisés. Soumaïla Cissé dénonce en outre des arrestations extrajudiciaires dont sont victimes, selon lui, depuis plusieurs semaines, les partisans de l'alternance et du changement. Selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle du Mali, qui a rejeté les recours de l'opposition, Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67,16% des suffrages au second tour face à l'ancien ministre des Finances, qui a obtenu 32,84%. Les dernières étapes du processus électoral en République démocratique du Congo ont ravivé les inquiétudes des États-Unis, de l'Église catholique et de l'ONG Human Rights Watch. Dernière à s'exprimer mardi. Il faut dire que les 6 candidats recalés à la présidentielle ont tous saisi la Cour constitutionnelle à la date butoir de mardi contre la décision de la Commission électorale d'invalider leur dossier. Voici les précisions. Profondément inquiet de la décision prise par la commission électorale le 24 août de disqualifier certains candidats d'opposition à l'élection présidentielle pour ce qui apparaît être des raisons politiques, a déclaré lundi l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley. Les dossiers de 6 candidats à la présidentielle sur 25, dont les chefs de guerre Jean-Pierre Bemba, ont été jugés irrecevables. Les 6 ont saisi la Cour constitutionnelle. L'ambassadrice des États-Unis a aussi jugé troublant le fait que le président Joseph Kabila et la commission électorale refusent toute aide extérieure pour la logistique des élections prévues le 23 décembre. Nous respectons la RDC en tant qu'État membre souverain des Nations Unies, mais cela ne peut qu'éveiller des soupçons lorsque le gouvernement congolais refuse l'aide qui aiderait à matérialiser des élections libres, équitables et crédibles, a déclaré Haley. Elle s'exprimait lors d'une réunion de suivi du processus électoral en présence de plusieurs membres du Conseil de sécurité, dont la France. Invitée à cette réunion, la Conférence épiscopale nationale du Congo a recommandé au gouvernement congolais et à la commission électorale de faciliter l'observation des élections aux organisations nationales et internationales, ce qui est une preuve que l'on n'a rien à cacher. Dans un communiqué, l'influente Senko a annoncé qu'elle comptait déployer elle-même jusqu'à 40 000 observateurs. De son côté, Human Rights Watch a estimé mardi qu'une pression permanente des partenaires régionaux et internationaux de la RDC pour éviter de nouvelles répressions et de nouveaux bains de sang et pour que le pays connaisse une véritable transition démocratique. Le communiqué de Human Rights Watch est signé par sa directrice Afrique, Ida Sawe, persona non grata en RDC. Au Burkina Faso, au moins 7 membres des forces de l'ordre ont été tués dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont été tués dans l'explosion d'un engin artisanal. Les détails dans ce élément. Explosion d'un engin artisanal dans l'est du Burkina Faso. L'incident s'est produit 15 jours après la mort de 6 personnes dans des circonstances similaires dans la même région. Au moins 7 agents des forces de défense et de sécurité ont été tués. 6 autres ont été blessés, dont 2 dans un état instable. Selon un communiqué du gouvernement burkinabé, les blessés ont été évacués par avion vers Ouagadougou. Les 7 soldats membres d'une équipe mixte allaient en renfort à Pama lorsque l'explosion est survenue. Leur véhicule a sauté à une trentaine de kilomètres de Fadan Gourma, chef-lieu de la région de l'Est, sur un engin explosif artisanal, un type d'arme très utilisé au Mali, ainsi qu'en Syrie, en Irak et en Afghanistan.
Mi-août, l'explosion d'un autre engin artisanal, la première au Burkina Faso, avait tué 6 personnes, dont 5 gendarmes et un civil. Dans la nuit du 22 au 23 août, un policier avait été tué au cours d'une attaque contre une patrouille et un commissariat de police de Solé, localité du Nord. Au cours de ces derniers mois, plusieurs centaines de personnes ont été interpellées et des engins explosifs neutralisés dans le cadre d'opérations de ratissage dans les régions de l'Est et du Nord du Burkina Faso, des régions en proie à des attaques djihadistes. Le président brésilien a ordonné par décret l'utilisation des forces armées pour garantir la sécurité à la frontière du Brésil avec le Venezuela, d'où affluent depuis des mois des réfugiés. Michel Temer a également déploré à l'occasion une crise qui affecte toute l'Amérique latine. Reportage. Déplorant une crise migratoire qui affecte toute l'Amérique latine, Michel Temer a décrété l'utilisation des forces armées pour garantir la sécurité à la frontière du Brésil avec le Venezuela. Ce décret intervient une dizaine de jours après une explosion de colère contre les migrants dans la localité frontalière de Pacaraima, où une foule d'habitants a chassé des centaines de Vénézuéliens et brûlé leurs biens. O emprego das Forças Armadas, da garantia da lei e da ordem. J'ai décrété l'utilisation des forces armées pour garantir la loi et l'ordre dans l'État de Roraima pour assurer la sécurité des citoyens brésiliens et des migrants vénézuéliens qui fuient leur pays à la recherche d'un refuge au Brésil. Je solliciterai l'appui de la communauté internationale pour adopter des mesures diplomatiques fermes afin de résoudre le problème, qui n'est plus une question de politique interne d'un pays, mais qui déborde les frontières de plusieurs pays et qui menace l'harmonie de notre continent tout entier. De vários países e ameaça a harmonia de todo o nosso continente. À ce jour, le Brésil a accueilli quelques 60 000 réfugiés du Venezuela. Du côté vénézuélien, le gouvernement a assuré le retour des migrants grâce notamment aux réformes économiques du président Maduro. Selon les Nations Unies, sur les 2,3 millions de Vénézuéliens vivant à l'étranger, plus de 1,6 million sont partis depuis 2015. Quelques 90% d'entre eux se sont réfugiés dans les pays de la région. Face à l'ampleur du phénomène, l'ONU a annoncé la mise en place d'une cellule de crise régionale. Puis au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a promis mardi de défendre le secteur laitier canadien dans la renégociation du traité de libre-échange nord-américain. Il a prévenu qu'il ne signerait un accord avec les États-Unis et le Mexique que s'il est bon pour le Canada. Voici les détails. Trudeau a expliqué que son équipe de négociateurs dirigée par sa ministre des Affaires étrangères est actuellement à Washington pour examiner en profondeur les progrès réalisés entre les États-Unis et le Mexique. Il a notamment souligné des progrès très positifs, notamment dans l'automobile. Nous sommes présentement dans le processus de renégociation de l'ALENA avec nos voisins du Sud. Ça, vous ne saviez peut-être pas, là, mais... Et nous sommes déterminés à conclure un accord équitable pour toutes les parties concernées. Un accord moderne, à l'image de nos valeurs et à la hauteur de nos ambitions, qui profitera non seulement aux entreprises de chez nous, mais aussi aux travailleurs de la classe moyenne. Nous allons travailler de bonne foi, de façon constructive, présente, mais nous n'allons signer qu'un accord qui est bon pour le Canada, bon pour les Canadiens de la classe moyenne. Il a souligné qu'il défendrait le système de la gestion de l'offre qui protège le puissant secteur laitier canadien et dont la Maison-Blanche réclame le démantèlement. Chrystia Freeman, en charge de ce dossier ultra stratégique, a interrompu une tournée en Europe pour venir entamer des négociations après l'annonce par le président Donald Trump que le Mexique et les États-Unis avaient conclu un très bon accord. Elle était attendue plus tard dans la journée pour mener ces discussions avec les services du représentant du commerce américain. Justin Trudeau a également dépêché mardi à Washington, dans son équipe de négociateurs, son plus proche conseiller, Gerald Boots. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.